Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous les retours sur le premier épisode de la saison où je discutais avec Ruby on the Nail. Ça fait très plaisir évidemment. Cette semaine, je reçois Mathieu Barbin que vous connaissez peut-être en l'ayant suivi lors de la saison 2 de Drag Race France sous le nom de Sarah Forever. Je cite son nom parce que le drag ne semble être qu'un pan de son champ artistique. Je suis très content de l'avoir reçu. On a parlé de comment il a su porter haut sa personnalité. On a parlé de sa maman, de la région bordelaise, de la question de la classe sociale. On a aussi parlé du drag comme vecteur artistique, mélangeant le théâtre et la danse, notamment que Mathieu pratique. Évidemment, on parle de Madame Forever et de l'Eurovision, des rouages de Drag Race France. On a cité Mami Wata, Punani et Cookie Kanti. On a parlé de son imitation de Johnny Hallyday, mais aussi de Balavoine, de romantisme et de vulnérabilité, ainsi que de vendre ses culottes aux fans. Bref, le programme est beau, le programme est grand. On était studieux, deep autour d'une petite bougie. N'hésitez pas à en faire de même. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Sarah Forever. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Je te l'ai déjà dit en off, mais je suis très content de te recevoir dans Flamboyante. Merci de m'accorder du temps. D'ailleurs, tu m'as écrit un message trop gentil qui m'a beaucoup touché quand je t'ai invité. Tu m'as dit que tu avais déjà écouté le podcast. Ouais, j'ai écouté parce que c'était un des... je pense si ce n'est, en fait, je me suis pas tellement renseigné, mais c'était un podcast, je trouve, dans ses premières éditions, qui creusait vraiment, enfin, qui permettait vraiment de découvrir un peu ce qui animait la création chez les artistes que tu recevais, et sans jamais être trop soit élitiste, soit sectaire, enfin dans un certain sens. Et je trouvais que du coup c'était un bon accès, et du coup ça me permettait aussi de me raccrocher à des artistes que j'aimais beaucoup, dont j'avais pu voir le travail, mais que j'avais pas rencontré et que j'osais pas rencontrer. Tu as dit dans une interview, je te cite, enfant, on me regardait, mais pas pour les bonnes raisons, parce que j'étais différent des autres. À quel moment de ta vie t'as compris que tu pouvais porter ta personnalité, tes attraits, tes goûts, tes références et ta pensée en pleine lumière plutôt que de chercher à la glisser sous le tapis? Je dirais, enfin, la danse, la scène, c'est une des seules raisons pour laquelle je fais de la scène, enfin, où j'ai commencé il y a assez longtemps quand même maintenant. C'est parce que j'avais justement l'impression, je pense ne pas m'être trompé, que cette différence qui était pointée du doigt comme quelque chose qu'il fallait refouler, qu'il fallait cacher, elle pouvait me servir pour fuir, pour m'émanciper, etc. Donc, je m'en suis pas cru capable très tôt, très jeune, mais par contre, je m'en suis servi, moi, pour m'échapper assez jeune. J'ai commencé la danse, j'étais tout petit, hein, j'avais... je sais pas, peut-être, enfin tout petit, une dizaine d'années, 10-12 ans, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, en fait, je suis exactement ce que je suis dans la vie, mais sur scène, et vu que c'est un autre angle, et que là, je force les gens à me regarder, parce qu'il y a aussi un peu une prise d'otage, je trouve, sur scène, qui est consentie, mais quand même, je me suis dit, du coup, c'est assez cool, là, maintenant, les gens se taisent. Et c'est là, je pense, où j'ai réalisé que je pouvais en faire quelque chose. On va revenir un peu sur toi. Tu viens de Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux. Ouais. C'était comment de grandir là-bas ? Ouais, je viens de la banlieue de Bordeaux. C'était socialement hyper intéressant. Enfin, je porte un regard maintenant sur ça. À l'époque, évidemment, c'était juste très violent. Parce qu'en fait, c'est mon parcours en particulier, mais je trouve Bordeaux, en fait, aussi, qui symbolise beaucoup ça. C'est que c'est une ville très riche. Et en même temps, paradoxalement, c'est une ville assez ouvrière. Enfin, les alentours, la banlieue est assez ouvrière, et donc ma famille était très représentative de ça. Et donc, ce qui était génial et en même temps très violent, mais aujourd'hui c'est plutôt une richesse, c'est que moi j'ai été élevé, dans une famille vraiment prolo. En revanche, comme ma mère voulait absolument m'offrir la meilleure éducation possible, entre gros guillemets, je traînais dans les beaux quartiers à Bordeaux, et j'avais des amis assez friqués, enfin même très friqués. Donc tu voyais la différence. Et ouais, je voyais la différence, et donc j'étais sans cesse dans un jeu, que ça soit du coup avec ces élèves-là, avec ces amis, mais aussi du coup après quand je rentrais chez moi. J'étais sans cesse en train de jouer la comédie. Donc ça a été de vivre à Bordeaux. Ça a été très violent comme toute personne queer, je pense, je crois. Donc sur ces questions-là d'identité sexuelle, ça a été très dur. Mais socialement aussi très dur, mais aussi très riche. Moi maintenant je renie pas du coup ces deux aspects-là de mon éducation, je trouve. C'est un truc qui est complètement moi, je trouve, d'avoir su être un caméléon pendant toute mon enfance. Ça m'a beaucoup servi après. Donc c'était une enfance qui était un jeu de dupes, je dirais. C'était une belle comédie, vraiment, tout le temps. Tu dis que tu le renies plus maintenant, ça a été le cas pendant un moment ?
Ouais, pendant longtemps, moi j'en ai beaucoup voulu entre guillemets à ma famille de pas avoir les armes entre guillemets pour évoluer dans un milieu social qui était pas le mien. J'en ai beaucoup voulu. Enfin, je l'ai. Et puis quand je suis parti de Bordeaux pour m'insérer dans le milieu entre guillemets artistique, qui est un milieu très 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 bourgeois, ça a été dur en fait de venir de là d'où je venais. Donc je leur en ai. C'est pas que j'en ai voulu, mais je trouvais qu'il y avait une forme d'injustice quoi, de pas me laisser les mêmes chances que les autres. Et donc j'essayais de cacher beaucoup ça, enfin énormément. Et c'est que là depuis, peut-être depuis que je fais du drag, je dirais, et davantage encore depuis Drag Race, parce que Drag Race dessine, c'est la force du programme, des profils, mais ça porte aussi beaucoup de messages. Et j'ai assez joyeusement porté ce message-là quand même un peu pendant l'émission. Et du coup je me suis dit ah ouais, en fait c'est une force. Mais j'ai mis longtemps à en prendre conscience. Je crois qu'on est plusieurs en fait à ressentir, enfin avoir la question de la classe sociale en exergue un peu au fond de nous quand on évolue. Je me retrouve un peu là-dedans. Je viens de Normandie et quand je suis arrivé à Paris, pour moi, ça représentait ça aussi. J'ai d'ailleurs lu dans une interview aussi de toi, tu disais que pour avoir le fantasme de Paris, il faut avoir conscience des luttes sociales. Et je crois que tu en parlais dans une pièce que tu as faite, qui s'appelle Les 100 000 derniers quarts d'heure. Ouais, les 100 000 derniers quarts d'heure, c'est une référence à Beckett qui utilise cette expression plusieurs fois, je crois, dans En attendant Godot. C'est sur la question du temps, parce que cette pièce évoquait, enfin, un moment en fait où ma mère allait prendre, enfin, soi-disant, allait prendre sa retraite, ce qu'elle n'a toujours pas fait, à 74 ans. Mais elle a, du coup, c'est toujours pas le cas. Donc, quand j'ai créé la pièce il y a à peu près 4 ans, du coup 3 ans et demi, 4 ans, je questionnais ça. Enfin, c'est un mélange d'interviews que j'ai fait de ma mère. Enfin, notamment, il n'y a pas que elle. Il y a Dolly Parton, Britney Spears. Enfin, il y a plein de personnalités qu'on n'arrive pas nécessairement à déceler, mais qui traitent de la question de la réussite et de l'émancipation sociale à travers le travail. Est-ce que c'est à un moment de faire le bilan de sa vie, peu importe à l'âge auquel on le fait d'ailleurs, et de tirer comme ça, voilà, de tirer les conséquences d'une réussite ou non, à quoi on aspirait, d'où on vient, où est-ce qu'on voulait aller, et où est-ce qu'on a finalement réussi à aller. Parce que oui, c'est une question avec laquelle moi j'ai beaucoup grandi. Enfin, ma mère a beaucoup eu ça en tête, toujours cette volonté de s'en sortir un peu mieux et d'aller ailleurs que là où elle avait grandi. Et je crois qu'elle m'a énormément inculqué ça, justement pour revenir sur ces jeux enfin cette comédie un peu de paraître absolument ce qu'on n'est pas. Et du coup, ouais, j'ai fait une pièce là-dessus. De temps en temps, j'imite un peu ma mère aussi, mais sans qu'on sache exactement qui c'est, à part à la fin de la pièce. Et je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans le drag, d'utiliser des artifices pour paraître autre chose. Alors je parle pas je parle pas que de la question du genre. Je trouve que dans le drag, les artifices qui sont utilisés sont souvent utilisés pour montrer une forme de réussite. On revêt très difficilement, je trouve, un manteau un peu pouilleux, entre guillemets. Quand je parle de manteau, c'est au sens général de l'artifice. Je trouve que c'est toujours des choses qui révèlent du bling ou qui frôle du coup souvent avec une forme de vulgarité, mais la vulgarité elle vient justement parce que il y a un contrat qui est passé entre guillemets avec les gens, que tout ça c'est de la poudre aux yeux. Et d'ailleurs c'est ce qui fait de cette vulgarité quelque chose de très poétique et très beau. Mais il y a beaucoup de ça, je trouve, dans le drag. Il y a beaucoup de social, sans nécessairement arriver sur scène avec un panneau fuck Amazon, mais je veux dire, même si on n'active pas ça de manière factuelle, il y a dans les artifices utilisés beaucoup cette question-là, je trouve. Donc tu as fait une pièce parce que donc tu crées des pièces depuis que tu es arrivé à Paris. Non, pas non non. Au début, quand je suis arrivé à Paris, j'ai été très longtemps interprète, vraiment, pour plusieurs compagnies. En tout cas, tu faisais du théâtre et de la danse. Ouais, je faisais surtout de la danse. Le théâtre arrivait après. T'y trouvais quoi dans la danse? Dans la danse, bah, il y a ce truc un peu, ce marronnier, enfin vraiment de l'expression du corps qui du coup est une forme de libération, mais c'est vrai, enfin en partie, mais surtout je crois que ça aurait pu être n'importe quoi qui se passait sur scène, je m'en serais emparé en fait quand j'étais gamin, et du coup pour moi c'était une forme vraiment d'échappatoire et de réussite. C'est-à-dire que j'avais pas du tout voyagé par exemple.
Et là, d'un coup, en arrivant à Paris, parce que je suis arrivé à Paris vraiment au début de ma professionnalisation, entre guillemets, dans la danse. Et du coup, j'associe beaucoup ça au voyage, parce que la raison pour laquelle j'ai aménagé ici, c'est parce que c'était plus pratique pour les compagnies, notamment, de me faire partir et revenir de Paris. Et donc moi, la danse, ça m'a permis déjà de voyager, ce que je pouvais pas faire. On n'a jamais voyagé dans ma famille, enfin. Et de rencontrer des gens issus d'univers que je croyais, au début en tout cas, opposés aux miens. C'était des gens que j'aurais jamais rencontrés dans la vie et qui me nourrissaient beaucoup. Après, ça c'est un peu complexe. Les rapports sont complexifiés parce que j'ai compris que tout ça, il y avait beaucoup d'entre-soi là-dedans. Mais en tout cas, ça me permettait ça, la danse, de m'émanciper, de rencontrer des gens. Donc du coup, est-ce que le drag, c'est un peu ton absolu ou c'est un projet artistique de Mathieu? En fait, est-ce que c'est Sarah qui est Forever ou c'est Mathieu finalement? Ah ouais, non, je pense que c'est beaucoup. Moi, c'est Mathieu, je pense beaucoup. Parce que le drag est arrivé, notamment parce que je faisais un peu le tour. Enfin, après, du coup, avoir été interprète, j'ai créé mes pièces. Puis, il y a beaucoup de projets dans lesquels j'étais interprète qui m'ont fait rencontrer des gens qui étaient plutôt issus du théâtre et avec qui j'ai travaillé après. Je me suis mis à faire mes pièces et c'est là où j'ai compris qu'en fait ça n'allait jamais tellement, enfin qu'on me renvoyait toujours d'où je venais, donc j'avais beaucoup de retours sur sur ce que j'activais sur scène comme étant soi-disant trop populaire mais au sens enfin pour eux c'était au sens négatif du terme, pour moi c'était assez positif, mais du coup il y avait ça on se le verbalisait. Ah ouais. Ouais, complètement. On me le disait comme ça, avec ces mots-là, avec d'autres mots aussi qui étaient plus jolis, en me disant que ce que je faisais des fois était trop didactique. Enfin, on employait plein de mots, mais c'était même des attitudes qui étaient extrêmement méprisantes à mon égard. Alors, attention, là, je plains un tableau atroce de la scène contemporaine en France, et c'est évidemment, il y a des pépites, il y a des gens extrêmement qui portent beaucoup les projets, de moins en moins, mais il y en a quand même beaucoup. Et heureusement, je me suis entouré de ces gens-là, mais j'ai aussi eu dans mon entourage des pros qui étaient très méprisants. Et puis globalement, moi j'avais envie de m'émanciper d'une façon de créer. C'est-à-dire que je dis en France, mais c'est pas pour avoir le ton d'un vieux con, mais c'est que quand même je pense que c'est assez spécifique à la France pour créer une production en spectacle vivant. Entre la naissance entre guillemets du projet sur le papier et la première, il s'écoule en moyenne 2 ans. C'est un temps très 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 dilaté. Je trouvais qu'avec le drag, il y avait comme une espèce de cri qui était assez beau et salvateur et qui ne passait pas par une notion du temps très étirée. Et c'est comme ça que j'ai commencé en me disant, en fait, ça me permet de faire ce que je fais sur un plateau, sauf qu'au lieu de mettre 2 ans, j'enfile des fringues, je me maquille et je fais ça au fond d'une cave. Et c'est très très cool. Donc c'est plutôt comme ça que c'est né. D'ailleurs, au début, les premières fois où j'étais en drague, on prononçait pas ce mot. Parce que j'étais encore une fois interprète et c'était plutôt au théâtre, enfin du théâtre contemporain, donc très décomplexé et assez avec beaucoup de corporalité, mais on n'employait pas du tout ce mot, ça n'existait pas. On se déguisait juste en fait. Du coup, qu'est-ce qui t'amène à participer à la Drag Race? Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais eu un truc très snob et un peu facile de dire c'est pas pour moi, enfin pas je vaux mieux que ça, mais il y a un truc un peu, moi je trouve que c'est très facile de rester en retrait, d'être toujours en réaction, en se disant c'est trop ceci, c'est pas assez cela, enfin ça va jamais quoi, c'est soit trop mainstream, soit c'est pas assez inclusif, soit c'est ce qui est en partie vrai, on peut complètement faire la critique du programme avec plaisir, et moi je l'ai faite aussi assez facilement, mais du coup justement j'avais envie de un peu me confronter au truc. Ça faisait 3 ans que je faisais du drag, j'aimais beaucoup ça, mais je me demandais un peu comment aller au-delà, et je prétends pas du tout que c'est en faisant Drag Race qu'on va au-delà, pas du tout, mais par contre moi ça m'a permis de venir titiller des choses ou des façons de faire que j'aurais jamais expérimenté en dehors. C'était nouveau pour toi les tournages télé? Ouais, les tournages télé, oui, les tournages télé, oui. Parce que c'est autre chose, tu parlais de ton appétit pour la scène, c'est encore un autre exercice. Ah ouais. Alors, c'est ça qui est bizarre, oui et non. C'est-à-dire que à la fin, c'est quand même, pendant toute la durée du tournage, on produit un show. Donc il y a des ressorts qui sont les mêmes. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'avais des repères, pour moi, qui ont été assez importants comme des béquilles. Et d'ailleurs, je me suis appuyé uniquement sur ça. Et ça se voit, je trouve, dans mon parcours et dans le profil qui s'est dessiné pendant la saison. On voit
que là où je suis très bien, c'est quand il s'agit de performance. En revanche, il y a des choses qui n'ont strictement rien à voir. C'est pas du tout la même manière de travailler, c'est pas la même notion du temps. Les mises en danger se font pas nécessairement au même endroit. Là, c'est un programme dont on sait peu de choses quand on le tourne. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On sait pas quel va être le challenge du lendemain, on sait pas. Donc c'est géré avec l'inconnu, alors que moi, ce que je m'applique à faire depuis toujours sur scène, c'est maîtriser ce que je connais. Donc là, c'est un 360 degrés pour le coup, et c'est ça, moi, qui a été le plus dur sur le tournage. Mais il y a des ressorts, et effectivement, qui sont les mêmes que sur la scène. Et heureusement, sinon ça aurait été une catastrophe, je pense, pour moi. Vraiment. Et c'est quoi le moment dans Drag Race dont tu es le plus fier? C'est que j'ai su aller chercher des choses enfouies, entre guillemets. Enfin c'était une chose assez... qui m'a beaucoup libéré, le makeover, la danse, parce que c'est ça aussi le 9e épisode, c'est le retour à la danse qui est quelque chose que je maîtrise. Mais après un moment où j'étais ravagée, hein. Enfin j'en pouvais plus. C'est épuisant comme tournage. Il faut savoir que ça s'enregistre dans une période qui est très dense. Ouais. Ça s'enchaîne beaucoup. Ouais. C'est une période assez courte, enfin c'est moins d'1 mois de tournage. Et alors ce qu'il y a de très particulier avec cette émission, c'est que ça reste un télécrochet, hein. Enfin, tout le monde dit que c'est de la télé-réalité, ce qui est en partie vrai, mais pas tellement. C'est-à-dire qu'on ne suit pas vraiment dans notre intimité. Ça reste un télécrochet et il y a une très très forte exigence dans beaucoup de domaines. Donc ça a toutes les contraintes de la télévision, mais aussi toutes les contraintes du spectacle. C'est-à-dire que quand on fait des challenges, les gens pensent que... je sais pas, par exemple, l'avant-dernier épisode là, avec le retour des éliminés, qu'on a tourné ça 6 fois, pas du tout, on l'a tourné une fois. On est passé une fois, les revenantes entre guillemets sont passées une fois, et puis s'il y a la moindre erreur, elle peut être fatale, et puis voilà. Et quelle a été ta plus belle rencontre de l'émission? Humainement, ouais. Moi je connaissais déjà un peu les autres participantes. Non, je connaissais pas grand monde. Je connaissais Mamie. On avait déjà performé ensemble. Je connaissais un tout petit peu Cookie, mais pas tellement non plus. Moi, j'ai beaucoup entendu avec Pounani, avec Rose aussi beaucoup. C'est des amis que je compte parmi mes amis aujourd'hui. J'ai été très très touchée par Mamie, mais pas, y a pas de misérabilisme. C'est que je trouve que c'est quelqu'un d'ultra complexe et riche dans plein d'aspects, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Moon aussi. Globalement un peu tout le monde, mais je dirais qu'il y a eu quelque chose de plus immédiat avec Pounani. Voilà. Pounani que j'espère recevoir bientôt dans Flamboyante, voilà. Si tu écoutes. L'invitation est lancée. Pour ceux qui n'auraient pas regardé l'émission, tu as failli faire une imitation de Johnny, d'ailleurs, qui était un peu avortée. Ouais. Ça aurait donné quoi? Tu vas me le faire là? Je sais pas. Mon Dieu, non. Tu vas pas me le faire. Non, c'est pas. Okay. Tu peux pas me faire ça. non, mais. Tu peux me décrire. Après, si tu te chauffes, moi je suis preneur. non, mais c'est pas. Non, mais Johnny, moi je sais pas. Alors visuellement, moi je trouve que le Johnny de Cookie était dément. Enfin, je trouvais incroyable. Enfin, alors, sans langue de bois. Ah non, vraiment. Visuellement, je le trouvais incroyable. Après, moi, ce qui me touchait beaucoup dans ce personnage, c'est qu'il est beaucoup plus complexe que comme on l'a peint, surtout sur la fin de sa carrière et de sa vie. C'était une sorte d'éphèbe, déjà, qui était très très beau, qu'on accusait très facilement de PD. Je pense aussi à l'époque, au début, quand il a commencé, c'est comme toutes ces filles, comme Balavoine, ou comme, ces figures, je trouve, qui sont à la fois très masculines, au sens stéréotypé du terme, mais aussi très fragiles, entre guillemets, s'il faut mettre un opposé entre ces choses. Et donc, moi, j'avais l'impression, parce que ça a été le personnage que j'ai fait pour le casting. Donc j'avais l'impression au casting d'avoir proposé un Johnny peut-être qui était un peu plus complexe, notamment dans les réponses et tout que je faisais. Mais par contre, pour moi, visuellement, je trouvais que le Johnny de Cookie était dingue. Enfin, les yeux, la coiffure, il y avait vraiment un truc visuel très fort, quoi. Effectivement, que ce soit Johnny ou Balavoine que tu viens de citer, on se rend compte qu'au final, ce sont des artistes qui sont beaucoup plus vulnérables qu'on les dépeint, je crois, qui montraient un peu plus de vulnérabilité que ce qu'on voit ou ce qu'on retient d'eux. Et donc c'est des gens complexes, je trouve, qui ont beaucoup séduit par leur fragilité, et pas tellement parce que c'était des beaux hommes ou des belles figures. C'était des personnages complexes avec beaucoup de failles, beaucoup de blessures, et c'est des blessures qui ont été révélées.
surtout. C'est des personnes, je trouve, qui représentent beaucoup la complexité humaine, en fait, en général. C'est quoi, toi, ton rapport à la vulnérabilité? Je crois que je suis assez... En fait, moi, j'ai l'impression, mais je pense qu'on me dirait l'inverse, qu'on voit que ça quand je suis sur scène. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être ultra vulnérable et de le présenter de manière assez décomplexée. Enfin, non, plutôt, j'ai l'impression que ce que je fais sur scène et ce que je présente de manière décomplexée, c'est ma gestion de ça. Pas tellement le fait d'être vulnérable, mais plutôt comment je m'en empare. Donc, moi, je trouve que... Enfin, on a toujours tendance à lutter contre, mais moi, je sais que je ferais pas un quart de ce que je fais si j'étais pas vulnérable. Enfin, et ok avec ça. Donc, je dirais plutôt que c'est une force, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est devenu vraiment une force. Je sais pas si ça l'a toujours été, mais en tout cas, aujourd'hui, oui, ça l'est, je pense. Est-ce que ça l'est pas à partir du moment où on l'accepte? Ouais, oui, si, ça l'est à partir du moment où on l'accepte. Peut-être aussi pour ça que les gens connectent avec toi. Ouais, ouais, Tu complètement. Oui, si, bien sûr, parce qu'on est évidemment que des êtres de faille, et voilà, mais donc c'est sûr que et puis de toute façon même, enfin moi par exemple, j'ai longtemps hésité, ça n'a rien à voir, mais quand même, j'ai été longtemps en lutte avec les psys, enfin pas les psys en eux-mêmes, hein, que j'aime beaucoup, enfin certains, dont Pas Rose, tous. mais non, mais parce qu'en fait j'avais peur que ça change beaucoup de moi. Ok. Alors que ça soit plus facile au quotidien, mais que ça change beaucoup de ce que je fais sur scène. Et ça, j'avais pas envie. Enfin, je trouvais que c'était horrible de tout faire pour que ça aille bien. Enfin, T'as peur que sans névrose, tu ouais, sois moins dans la création? ouais. Parce que c'est pas un peu un mythe de l'artiste? Si. Et du coup, ça, je l'ai compris au bout d'un moment. Si, c'est complètement un mythe de l'artiste. Et puis, tu peux faire des choses sublimes en étant complètement équilibré. Enfin, Et puis je pense que t'as toujours les mêmes sentiments, c'est juste que t'apprends à les gérer. oui, c'est ça. Voilà, Et ils sont exactement. encore en toi. Ouais. Tu te décris plutôt comme une personne mélancolique ou euphorique? Ou les deux, je pense pas que ce soit forcément antinomique. Je sais pas si mélancolique c'est tellement le terme, mais je suis très romantique, je crois. Ok. Beaucoup. Dans mes rapports humains, mais même à la création. Et du coup, je suis très attachée, j'arrive pas à compartimenter, à cloisonner les choses, donc je suis très affectée. Du coup, tu vis beaucoup de chagrin. Ouais, j'adore ça, je Ok. crois. Et je le nourris Pendant vachement. aussi ou t'adores ça après quand ça va un peu mieux? Non, je crois que j'adore ça pendant aussi, hein. Puis j'adore l'amour, j'aime ça, mais même dans mes relations amicales, hein, enfin c'est pas l'amour au sens Bien sûr. c'est très général comme définition, mais aussi sur scène, je crois. Il y a un rapport même au public, je pense que j'ai qui est hyper bizarre, où j'ai besoin du regard, en même temps je suis hyper en lutte, et je le nourris beaucoup ça. C'est marrant, je viens de penser à quelque chose. Je sais que je t'ai vu il y a pas très longtemps sur scène au théâtre du Châtelet Ouais. pour la soirée pour l'indépendance de la presse. Ouais. T'as fait une performance. Je sais pas si t'as vu ça parce que t'étais un peu en coulisses, mais t'es arrivé juste après une séquence qui était assez intense, qui était une séquence un peu politique où des députés, je crois, étaient sur scène, ce qui a un peu déplu à quelques personnes du public qui sont parties un peu en scandalisées. Ouais. Et après, on voit en grand ton nom qui s'affiche et c'est vient d'étendre le mood. T'avais pas un peu peur à ce moment-là? En fait, moi je comprenais pas exactement ce qui se passait, mais comme je suis rentré du public, je voyais tous les gens sortir. Et du coup, ce qui a été assez cool d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui sortaient, mais en fait, la plupart sont sortis juste le temps de l'intervention des politiques, et ils sont re-rentrés juste après. Oui, j'avais peur que tout le monde s'en aille. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que les gens, du coup, qui me voyaient me disaient, mais putain, c'est hyper étonnant de te mettre juste derrière. Mais je pense que c'était audacieux comme programme. Ouais, c'était audacieux, ouais. Mais c'était c'est une très belle soirée, hein, par ailleurs. Enfin, ça s'est pas limité à l'intervention de ces politiques. Bien hein. sûr. C'était très pluriel, c'était assez chouette et nécessaire de toute façon cette soirée. Mais peur, je sais pas. Je suis hyper anxieux moi. Je suis très anxieux à monter sur scène, mais tout le temps, peu importe le contexte, que ça soit un politique qui parle avant moi ou. Et ça s'arrange pas avec Non, l'expérience? du tout. C'est de pire en pire même, je dirais. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'attente? Mais il y a de l'attente envers moi-même, je crois. Enfin, plus j'essaie de faire des trucs cool, plus je me dis ah ouais c'est pas dégueu. Et du coup après quand je reviens,
il y a une espèce d'attente envers moi-même où je me dis qu'il faut quand même essayer de toucher quelque chose d'excitant, d'intéressant, et du coup c'est moi, je suis hyper dur avec moi-même. C'est pas tellement les autres, mais ouais, c'est moi, j'ai hyper peur de me décevoir, quoi. Et du coup, une fois la performance réalisée, souvent t'es content, souvent tu vois que les défauts, souvent tu te dis que t'aurais pu mieux faire. Comment tu te sens? Je vois beaucoup les défauts, mais en même temps, il y a quand même un truc. C'est comme vomir après une grosse cuite, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même un truc où peu importe. Enfin, après, ça va toujours mieux. Enfin, pendant, hein, déjà. En fait, dès que les premières secondes, dès que ça commence, moi, ça va mieux. Mais oui, j'ai quand même tendance à voir que les défauts. Mais tout en ayant conscience que c'est pas là que ça se joue. Enfin, c'est pas ce que les gens captent du tout. Dans la performance que j'ai vue justement au Théâtre du Châtelet, sur Adjani, ouais, j'ai trouvé ça très mélancolique. Ah bah ouais. Mais très beau aussi, du coup. Bah cette chanson Pull Marine est hyper mélancolique, elle est enfin c'est très violent, c'est hyper fort. Mais et puis Adjani, une figure mélancolique, enfin c'est une figure dramatique très mélancolique. Et puis il y avait du chant et ça je pense que s'il y a pas plus poétique, enfin t'es très vulnérable quand tu chantes, je trouve beaucoup plus. Oui, voilà, c'était pas du lip sync classique, quoi. T'as vraiment chanté. Ouais, je trouve que par rapport à beaucoup plus, enfin d'autres formes où il y a plus de maîtrise. Alors après peut-être parce que c'est pas le médium que j'active hyper facilement. Un chanteur dirait probablement une chose différente, mais je crois pas. Je crois que dans la voix était bien placé pour le savoir peut-être, mais il y a quelque chose de très sensible. Tu peux encore plus difficilement cacher les choses, je pense. Il y a un truc d'une vulnérabilité mais immense dans la voix, et du coup il y avait beaucoup de mélancolie, je pense, oui, dans cette performance. Mais ouais, la voix c'est très brut. Oui. Je pense que ça résiste un peu bien sûr, à la technique vocale, mais je crois que ça résiste à une certaine technicité, en tout cas à un certain point. C'est pour ça que personne ne supporte sa voix. Enfin, très peu de gens. Déjà parce qu'on l'entend pas comme les autres l'entendent, ce qui est aussi très bizarre comme rapport. Et puis parce que je trouve que ça dit quelque chose de nous, de très 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 intime. C'est compliqué de cacher les choses avec la voix. Pour autant, Madame Forever, titre culte, cette espèce de banger en puissance, tu m'as un peu mis au sol quand j'ai vu cette performance. J'avais l'impression de voir Lio sous acide dans les années 80. Ça a été quoi le processus? Comment est arrivée cette histoire? Moi, j'avais envoyé des choses, mais dont Lio, dont Dorothée. Il y avait Émile et Images aussi. Et ensuite, on nous a proposé une musique. Et on a vraiment posé nos paroles et nos voix dessus. Donc toi, t'as tout écrit? Ouais. Okay. J'ai tout écrit. Ça a été aisé d'écrire ça? Ouais, assez, ouais. Bah, moi, je suis arrivé avec beaucoup plus de matière qu'il fallait, quoi. Au final, on a utilisé peut-être 1/8 de ce que j'avais écrit. Ouais. Je sais pas, moi, j'ai cru que j'allais sortir un album. C'est très bizarre, mais peut-être j'avais écrit bientôt. Énormément de choses. Peut-être bientôt. T'as aimé faire ça ou pas? Ah oui, j'ai adoré. Ok. Ouais, j'ai adoré faire ça, et puis j'ai toujours beaucoup chanté dans mes spectacles. Par exemple, il y a énormément de chants. Du coup, où en est le projet Eurovision? Bah, en fait, c'est un projet que moi je maîtrise pas tellement. En l'occurrence, c'est venu d'abord des spectateurs. Ouais. Qui t'ont un peu saucé sur les réseaux. Ouais. En mode, il faut que tu représentes alors, la France. Il y en a une qui dira qu'elle est à l'origine, Keyona, qui dira qu'elle est à l'origine de cette vague. Mais comme tout le monde le sait, tu fais un démenti. Elle est quand même en delusional. Bah non, mais je sais pas. Non, en fait, je me rappelle plus. Mais elle est persuadée que c'est elle qui a lancé le truc. Okay. Mais elle doit être, oui, parmi les premières. On peut lui faire plaisir et lui dire. Ouais, oui. Lui accorder ce. Ouais, bien sûr. non, mais oui, c'est vrai qu'elle était à fond derrière le truc. Mais oui, c'est venu surtout des gens. Mais parce que je pense moi, je m'en suis pas du tout rendu compte en le faisant, et même pendant la finale. Mais c'est vrai qu'il y a c'est la recette un peu parfaite. Mais bien sûr. Voilà. Mais en fait, je sais pas, j'attends que France Télévisions me contacte. Bah, pour eux, c'est clé en main, parce qu'ils ont quelqu'un avec qui ils ont bossé pendant 1 an. J'adore, tu fais un peu un appel. Bah, non, mais c'est... vas-y. non, mais après, après, ça a toujours été, des choix, je sais pas, c'est des choix. On te propose, t'y vas. Bah oui, parce que
parce que c'est encore une occasion d'être sur scène et de s'amuser et puis c'est tellement chargé. L'Eurovision, ça parle à tout le monde. Soit on est complètement contre, soit on a un amour pour l'Eurovision. Donc non, moi c'est un truc que j'adorerais faire. Mais bon, j'ai assez peu de maîtrise là-dessus. Ah bah sans déconner, excusez-moi, je fais une petite aparté pour vous qui écoutez l'épisode, mais effectivement je confirme que Sarah avait bien peu de maîtrise là-dessus, puisqu'il s'avère, et vous le savez peut-être, qu'entre le moment où cet épisode a été enregistré et le moment où il a été publié, l'artiste qui représentera la France au prochain concours de l'Eurovision a été dévoilé, et spoiler alert, c'est pas du tout Sarah Forever en fait. C'est Slimane. Bref, est-ce qu'on est déçu que ce ne soit pas Sarah Forever? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on y croit pour l'an prochain? Toujours, car nous sommes extrêmement têtus. Voilà, c'est tout. Ceci étant dit, c'est l'heure du coup du répondeur. Vous avez bien aimé cette séquence, je crois, dans l'épisode d'avant. Par contre, petit disclaimer, j'ai un peu foiré certains enregistrements à venir et du coup, il y aura pas toujours de répondeur. Donc vous habituez pas trop. Parfois, le répondeur sera totalement HS et j'en suis désolé, ne m'en voulez pas. De toute façon, là, il est là et donc c'est parti. Vous avez un nouveau message. Coucou Sarah, c'est ta copine Ruby on the Nail. Écoute, moi je me posais la question suivante. Quel est ton premier souvenir de la féminité de la femme quand tu étais plus jeune? Et en quoi est-ce que ce souvenir a potentiellement influencé ton drag? Voilà, je t'embrasse, j'espère te voir bientôt. Gros bisous. J'adore Ruby. Coucou Ruby. Ouais, coucou Ruby. La féminité... Mais disons qu'elle est gonflée, enfin elle me colle une colle. Mais je dirais moi bizarrement c'est plutôt des rapports. Moi je pense qu'une des premières figures vraiment qui m'a marqué enfant, et je sais pas pourquoi, ça devait être à la télé, mais je sais pas exactement. C'est la Cicciolina en Italie, qui est donc une figure connue entre guillemets pour ses déboires avec les politiques en Italie, mais qui a fait beaucoup de musique. C'est un peu, je le résume et je devrais pas le faire comme ça, mais c'est une sorte de Loana à la italienne. Mais qui est aussi, après, elle a été députée, il me semble. Elle a eu un parcours aussi en politique. Et aujourd'hui, elle vend ses culottes aux fans, ce que je trouve génial. Les gens l'ont détesté pour ça, je trouve ça incroyable. Est-ce que Sarah Forever vendra ses culottes aux fans à un moment donné ou pas? J'adorerais. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup faire. C'est vrai? Bah franchement, ouais, je trouve ça génial. Enfin, le fétichisme en règle générale, c'est trop bien, donc why not? Faut lancer l'e-shop. Voilà, exactement. Mais donc c'était plutôt des figures assez vulgaires entre guillemets, je dirais, mon rapport à la féminité. Et après, moi, j'avais une mère. Je sais pas si c'est directement lié à la question, mais j'avais une mère, surtout à l'époque où j'étais par exemple le seul gamin dont les parents étaient séparés dans les classes, qui s'affranchissait beaucoup des codes féminins, énormément. Mais ma mère s'est mariée en pantalon, par exemple, ce qui était, je sais plus, dans les années, c'était avant que je naisse, mais dans les années 70, qui était inconcevable. Et elle était très affranchie de ça. Elle avait un rapport, elle pouvait complètement être dans un rapport de séduction, mais en même temps toujours en maîtrise. Donc je dirais que j'avais un rapport à la féminité qui était. Et puis moi j'ai vécu vraiment à huis clos avec elle. Donc le rapport à la féminité que j'ai eu, ça passait beaucoup par elle et par la télé du coup. Mais c'était une femme très forte, extrêmement têtue, qui envoyait chier les hommes tout le temps, qui se laissait jamais malmener d'une quelconque manière ou subir ou être victime de quoi que ce soit. Donc c'est ce rapport-là, plutôt un rapport très fort. Tu l'as dupliqué un peu dans ta personnalité? Peut-être, ou peut-être un peu, oui. Enfin, en tout cas, je trouve que ce que j'ai en drague de très proche d'elle, c'est un grand sentiment de liberté. Enfin, à chaque fois qu'on essaie de m'attraper, de me saisir, au sens propre comme figuré, je trouve toujours un moyen d'aller là où il faut pas, je trouve. Et c'était très ma mère, ça. Ce que j'aime beaucoup dans ton projet artistique, enfin de ce que j'en sais, de ce que j'en vois, c'est que t'as des références qui font un peu des grands écarts, tu vois. Et t'en as parlé tout à l'heure, à la fois très populaire et peut-être un peu plus pointu. Ouais. Et moi, ça me parle, c'est un peu de cette manière que j'apprends de mes projets. Tu mets en avant François Sagan autant que Michael Jackson, et t'as grandi avec la Starac. Justement, à un moment, j'ai compris que c'était une force, c'est-à-dire que ça disait beaucoup mes références entre guillemets pointues, mais d'ailleurs qu'ils le sont pas. Enfin, c'est des références pointues selon le contexte dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que
certaines références pointues qu'on a pu me faire remarquer entre guillemets sur Drag Race, c'était justement les mêmes références qu'on définissait comme populaires dans un autre milieu. Et c'est ça justement que je trouve hyper intéressant, et c'est pour ça que je ne me cache plus tellement avec ça, parce que je trouve que ça dit beaucoup justement de qui je suis. Et après il y a un truc dont je prends davantage conscience là post Drag Race, c'est que j'en ai un peu ras-le-bol qu'on attende d'un prolo qui parle uniquement de références dont tout le monde, je mets des gros guillemets, peut se saisir. Encore une fois, c'est des gros guillemets parce que Françoise Sagan, il n'y avait pas plus populaire comme écrivaine qu'elle à l'époque. Carrément. Colette, c'était pareil, c'était une figure très très populaire. Et en fait, j'ai un peu... Enfin, moi, je viens du coup de la scène contemporaine, spectacle vivant ou plutôt art conceptuel. Mais je viens d'un milieu ouvrier, j'ai fait Drag Race, donc j'ai fait de la télé, donc je suis le diable pour la scène contemporaine, et vice versa d'ailleurs. Et du coup, je trouve que là maintenant, ce qui est assez jouissif pour moi dans les projets, c'est de faire se rencontrer les deux. C'est-à-dire que gamin, j'aurais adoré voir des gens qui parlaient à l'enfant que j'étais, mais qui en même temps me faisaient découvrir des choses que j'aurais jamais pu découvrir dans ma famille. Et voilà, et j'en ai un peu marre que à chaque fois ça soit on dise que pour être populaire il faut balancer de la merde. C'est chiant. Et c'est faux. Et c'est très faux. On va faire un peu les questions de la saison qui sont un peu les questions marronniers cette année. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans le drag? Faire en tout cas. Faire, tu veux dire faire activement. Ouais, ça peut être le make-up, ça te saoule, mais ah ouais, faire, d'accord. Ça peut être. Alors, vraiment la performance, c'est ce que je préfère. Ouais. Ce que je déteste, je dirais, je sais pas si c'est un moyen de détourner de répondre, mais je dirais que c'est de favoriser constamment quelque chose de policé au détriment de la performance justement. C'est-à-dire que je dirais pas que je déteste me maquiller, j'aime ça, même si c'est pas ce qui m'a amené au drag d'ailleurs. Mais j'aime ça, la mode, c'était pas quelque chose d'évident nécessairement pour moi au début, et puis maintenant finalement j'arrive à me l'accaparer. Mais je dirais que ça ne doit jamais passer avant. C'est des outils, mais ça ne doit jamais être conservé comme tel au détriment d'une expression, je dirais. Et si à la fin il faut avoir le maquillage par terre, je dirais que c'est ok. Et du coup, c'est plutôt ça que je déteste. Je dirais qu'une certaine façon de voir les choses de manière un peu, tu vois, clean. Ouais. Ça, c'est peut-être ce qui pourrait me gonfler un peu. D'ailleurs, t'as fait la couverture d'un magazine de mode récemment. Ouais. Que je citerai pas parce qu'on n'est pas très copains, je t'avoue. Ah ouais? C'est pas grave. Mais le fait est que tu es sublime dans une tenue Marine Serre, Jean-Paul Gaultier, Jimmy Choo au pied. C'est quoi le rapport que t'entretiens avec la mode, justement? Moi, pas amour-haine. Haine, c'est très fort. En plus, apparemment, c'est plutôt que c'est toujours, moi j'aime la mode à la Gaultier et Chopinot dans les années 80 qui ont créé donc ce spectacle défilé qui s'appelait Le Défilé. Tous ces créateurs qui ont beaucoup travaillé avec la scène. Moi j'ai ce rapport-là plutôt à la mode ou des vêtements qui racontent beaucoup d'histoires. C'est ce que je préfère. Et c'est pour ça que maintenant j'aime d'autant plus ça parce que je peux aujourd'hui rencontrer des gens que je pouvais pas rencontrer il y a quelques mois, et du coup découvrir des manières de travailler, des approches qui me paraissaient très éloignées en fait de la mode. C'est-à-dire que des fois j'avais tendance à voir la mode comme un truc, une machine à fric, et aujourd'hui je le vois vraiment comme des porteurs de projets, des choses qui peuvent vraiment étendre des projets scéniques. C'est quoi un peu la tenue C'est quoi la tenue phare de Sarah Forever? Je dirais quand même celle que j'avais sur le premier épisode, même si c'est pas en référence à Drag Race, mais la tenue musclée, de bodybuilder, ouais. Tout en panne de velours rose fuchsia. Je dirais que c'est le plus moi, parce qu'il y a quelque chose d'assez physique dans cette tenue, d'assez spectaculaire et en même temps qui fait très très mode, je trouve. Est-ce que le drag c'est encore politique? De moins en moins. Il faut être très vigilant, je dirais. Mais pourquoi de moins en moins? Tu penses que le divertissement, il l'éloigne de la politique? En fait, je pense que c'est une question d'échelle. C'est-à-dire que le divertissement peut éloigner de la politique, ça c'est sûr. D'ailleurs, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le populaire, etc. C'est-à-dire que du divertissement, il faut s'en servir. Il faut jamais le subir. Et du coup, si tu t'en sers pour amener les gens ailleurs, semer une petite graine, c'est génial. Si en revanche
c'est de la nourriture, comme si tu bouffais ton burger devant la télé. Je pense que ça dessert. Mais en fait, le drag, je pense pas tellement qu'il est de moins en moins politique, c'est que l'échelle, elle a évolué. Aujourd'hui, elle touche beaucoup plus de gens. Et du coup, dans le lot, tout se distille un peu. Enfin, il y a une tendance un peu, je trouve, à aller vers l'efficace, vers l'évident. Et du coup, l'efficace et l'évident, ça amène à une espèce de disparition des sujets qui peuvent heurter. Et je trouve qu'il faut heurter, sinon voilà, on soulève plus rien. Et c'est la naissance du drag, et du coup, ça doit perdurer comme ça, je trouve. En revanche, d'un autre côté, des émissions comme Drag Race, certes, elles nourrissent ça. Faut pas se voiler la face. Mais, et il y a un gros mais, elles font pas que ça. Elles proposent, là en l'occurrence cette année, 11 artistes véritablement, et en fait faut pas non plus prendre les gens pour des débiles. C'est-à-dire que moi au début j'avais très peur de ça, que tout se noie et qu'en fait ce que je fais soit pas tellement révélé, ce qui m'excite artistiquement soit pas révélé. Et en fait c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que ça prend plus de temps, ça c'est sûr. En revanche, les gens qui m'ont entouré et qui m'entourent, je parle vraiment du public en règle générale, à la sortie de Drag Race, il est ultra solide. Je le crois, en tout cas j'en fais le pari. Et c'est des gens qui ont compris ce qui m'animait et ce qui m'intéressait. Donc en fait c'est un plateau, et les gens se servent. Et alors des fois ils ont des choses sur le plateau qui sont très appétissantes et donc ils y vont immédiatement. Et des fois ils ont des choses un peu plus complexes et donc avec des gens qui savent même pas eux-mêmes tellement qui y sont, comme moi. Et du coup ils mettent un peu plus de temps à rentrer en contact, mais une fois que c'est là, c'est pour toujours. Enfin, du moins, vraiment, c'est ce que je crois. Dans Drag Race, t'es apparu pour beaucoup de spectateurs comme la drag queen la plus camp de France, finalement. Pourquoi, à ton avis? Parce que, justement, je pense que je faisais pas... je trouve que ça soit les tenues, le maquillage, enfin, c'était toujours un moyen de... Il y avait pas de finalité. Donc je pense que c'est ça que les gens voyaient, mon rapport à la scène. Enfin, j'ai commencé le drag vraiment par la scène et je crois que ça se voit dans ce que je fais. Mmh. C'est toujours au service de la scène. Si tu ne pouvais porter qu'une seule perruque, ce serait quoi ? C'est sûr, ça serait un mulet orangé, rouge orangé, ouais, très Bowie-ish. Et ton make-up signature ? Toujours un très gros liner, vraiment, parce que ça fait peur. Enfin, parce que je trouve que ça impose plus facilement le respect. Enfin, pas le respect, hein, mais ça impressionne un peu plus, je trouve. Et si tu pouvais lip-sync une seule et même chanson, Forever? You Think You're a Man, de Divine. Enfin, en une chanson, elle a tout compris. Enfin, c'est débile. Je trouve que musicalement, déjà, elle est hyper cool. Sa voix, elle vient complètement perturber dès le début, et je trouve que c'est extrêmement sensuel, et en même temps très absurde. Ouais, et je pense qu'elle dit beaucoup de mon drag, quand même. On a parlé un peu d'amour très brièvement tout à l'heure. Est-ce que faire du drag, c'est faire l'amour ? Ah oui. Ah, c'est sûr. Mais à soi-même, déjà, je dirais, parce que c'est un rapport au corps qui est très à soi. Alors, c'est longtemps parce que... c'est drôle parce que j'ai longtemps eu aucune relation, du drag à quelque chose de sexuel ou voire de sensuel. Et ça le devient là, il y a pas hyper longtemps, où j'ai un rapport plus kinky au drag, entre guillemets, alors qu'avant, vraiment pas du tout. Je trouve que c'est une découverte de son corps, ou en tout cas, une forme de maîtrise du regard posé sur son corps. Je trouve que, en tout cas, c'est très érotique, le drag. Et même si on fait quelque chose qui n'est pas du tout sexuel, hein. Enfin, d'autant plus d'ailleurs. Puisque l'érotisme, c'est ce qui est caché, et bizarrement, je trouve que des fois une drague, plus elle est habillée, plus elle est érotique. Et puis évidemment l'amour du public, enfin des gens, il y a une nécessité d'avoir un regard posé sur nous. Donc oui, un lien assez fort. Merci Mathieu. Merci à toi. Vous n'avez pas trouvé que c'était hyper doux cette discussion ? J'ai adoré. Merci Sarah Forever, merci Mathieu pour ta confiance et pour ce moment partagé. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles si l'application le permet, et un petit commentaire élogieux de préférence, mais vous faites bien comme vous voulez. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Et je vous dis à bientôt. Bisous.